J'aimerais vous dire d'abord que cet exercice annuel, pour moi, est toujours un moment qui, comme monsieur le doyen l'a dit, au-delà des chiffres, vous allez être abreuvé de chiffres. Mais au-delà des chiffres, ont toujours du sens. Et du sens qui est avant tout politique, économique, social. Autrement dit, une loi de finances n'est jamais que le reflet, mais alors concret, visible, à travers les chiffres, le reflet d'options, de choix, d'orientation, macro, micro, international. Et donc, d'une certaine façon, tout cela se retrouve dans les chiffres et notre mérite à tous, c'est effectivement d'essayer de décoder, de comprendre ce qu'il y a derrière ces chiffres. Très humblement, c'est ce que je vais essayer de faire. Alors, vous voyez, alors le titre, j'ai vu ambition, orientation, objectif, réalité. Ce que je vous propose très concrètement, c'est la feuille de route suivante. 5 moments, 5 étapes. D'abord, évidemment, oui, il faut rapidement donner le cadre général de cette loi de finances, la situer dans l'espace et le temps qui est notre temps aujourd'hui. Ensuite, le cadre de la loi elle-même, c'est-à-dire en clair, quelles sont les orientations, les hypothèses et les objectifs. Puis, troisième moment, nous allons rentrer, si vous voulez, dans le vif de la loi de finances. Et c'est quoi, au fond? C'est bien sûr des orientations, c'est des articles, c'est des dispositions, mais c'est d'abord et avant tout un budget, avec des ressources et des dépenses. Donc, on va examiner les dépenses, globalement, et à chaque fois comprendre ce qu'il y a derrière. Et de l'autre côté, c'est le quatrième moment, les ressources. Et vous voyez tout de suite, le sens est toujours dans les intitulés. Pour ce qui est des dépenses, j'ai préféré les mots rigidité et sécurité. Je vais expliquer. Pour le mot les ressources, j'ai préféré parler de ce duo, cette confrontation entre l'impôt et la dette. L'impôt contre la dette contre l'impôt. On va essayer de voir. Et enfin, en guise, je puis dire, de dernière étape, oui, il y a des mesures fiscales contenues dans ce projet de loi de finances qui s'inscrit en fait dans la continuité de ce qu'il est convenu d'appeler officiellement une réforme fiscale. On verra. Autant vous le dire tout de suite, moi je parle d'une contre-réforme. Mais on va s'expliquer. Donc, des mesures qui s'inscrivent dans une continuité, pour être plus clair, plus simple, c'est en 3 temps, 2023, 2024, 2025. Nous sommes à la dernière étape de cette réforme, et donc on va essayer de voir en quoi est-ce que ça consiste, etc. Voilà. Donc, 5 moments, j'espère que vous tiendrez le coup avec moi à travers ce cheminement. Bien d'abord, le contexte politique, économique de cette loi de finances. Très simplement, certains parmi vous le savent, j'ai écrit récemment un livre qui s'appelle « Maroc, une économie sous plafond de verre ». C'est toute une démonstration, ce n'est pas le moment ici de revenir sur ce sujet. Mais ce qui est important ici, c'est de montrer qu'un budget, parce que nous sommes en train de parler de budget, et un budget dans le cadre d'une économie sous plafond de verre ne peut être que lui-même sous plafond de verre. Et donc, il va se heurter à un certain nombre de limites. Vous savez, le plafond de verre, l'idée du plafond de verre,
c'est pas, par définition, ce n'est pas des choses qui sont inscrites dans la loi, qui sont explicites. Vous savez, ça a commencé avec le problème de l'accès des femmes aux hautes responsabilités. Ça a commencé comme ça. Il n'y a pas une loi qui dit les femmes ne doivent pas être directrices ou doyennes. Il n'y a pas de loi qui le dit. Mais pourtant, hein, il y en a quand même pas mal qui n'y arrivent pas. Donc, d'une certaine façon, on est dans cet esprit. Il y a un certain nombre de contraintes, de limites, qui sont imposées par les structures de l'économie, les tares, les problèmes de l'économie, et qui se retrouvent évidemment dans les finances publiques. Donc c'est l'idée principale, mais très très rapidement. Le contexte, c'est quoi? Au niveau, on ne veut pas, je vous dis ça, c'est juste des flashs parce que je ne veux pas mettre beaucoup de temps là-dessus. Au niveau international, vous connaissez tous, on est dans un contexte d'une économie de plus en plus fragile, de plus en plus soumise à des tensions répétées, avec un mot qui est maintenant le mot clé de tout, incertitude. Tout le monde, ni vous, ni moi, ni le Fonds monétaire international, ni Washington, ne peuvent aujourd'hui regarder tous les rapports internationaux qui sortent. Le mot clé, c'est incertitude. Personne ne le sait. Il suffit que demain éclate un autre conflit d'une ampleur encore plus importante que le génocide qui est en train de se faire à Gaza, et je n'oublie pas à cette occasion toujours de saluer la lutte du peuple palestinien. Je ne peux pas parler ça sans évoquer cela, sincèrement. Mais l'essentiel, vous voyez bien, il suffit qu'il y ait une tension pour que tout de suite ça produise au niveau des cours mondiaux. On a vu ça il n'y a pas très longtemps avec la guerre de l'Ukraine. Et tout de suite, impact sur l'économie marocaine, et vous voyez tout de suite les implications à tous les niveaux. Ensuite, ce qu'il faut ajouter aujourd'hui, c'est l'arrivée de Trump. On peut penser, l'objet n'est pas ici de discuter de Trump. Mais Trump a une vision de l'économie mondiale, a une vision des rapports internationaux, a une vision des rapports notamment avec les pays du Sud, et ce n'est pas très rassurant. Et donc, il n'est pas irréaliste de penser que les tensions au niveau, ne serait-ce qu'au niveau du commerce mondial, à l'OMC par exemple, bon, on peut multiplier les exemples, il n'est pas interdit de penser que des tensions encore plus fortes vont apparaître avec Trump aux États-Unis, qui n'annoncent pas effectivement des choses très, très, très aggravantes. Donc, je ne vais pas... si vous voulez, l'impression qu'on a aujourd'hui, en un mot, c'est qu'on est véritablement à un tournant de l'économie mondiale. Et toutes les questions, si vous voulez, c'est-à-dire, on a l'impression que quelque chose va arriver. Où? Quand? Comment? Et donc, les questions que tout le monde attend, avec appréhension, mais ils sont là. Et on a l'impression, et permettez-moi aussi cette observation, sincèrement, on a l'impression que le capitalisme du XXIe siècle ne retient pas les leçons de l'expérience. Je répète, ce n'est pas le lieu ici de disserter sur ça. Mais si on fait un parallèle avec le même capitalisme sans être ni pour ni contre, d'après la Seconde Guerre mondiale, mais le capitalisme de l'après-guerre mondiale a inventé le Fordisme, qui a donné un souffle au capitalisme pendant 5-6 décennies. Le capitalisme du XXIe siècle que nous vivons aujourd'hui ne semble pas retenir les leçons de l'histoire. On est toujours devant un monde de plus en plus inégalitaire, les inégalités ne font que s'accroître, les tensions ne font que s'accroître, l'économie mondiale tourne au ralenti depuis plusieurs années, bref. Au niveau du Maroc, j'ai dit, au niveau du Maroc, répète, une économie sous plafond de verre, ça veut dire quoi en quelques mots? Ce que sont les choses essentielles qui peuvent nous ramener sur les finances publiques. C'est d'abord évidemment la croissance. On est dans un rythme de croissance qu'on peut appeler croissance molle. Croissance molle, ça veut dire quoi? Ça veut dire 3%, là où il faudrait 8%. C'est ça qu'il faut que les gens gardent. Là où toutes les études montrent que si on veut avoir cette ambition d'être un pays émergent dans 15 ans, 20 ans, pas demain, dans 15 ans, 20 ans,
Mais il faut 8% de croissance. On fait 3. Et en plus, c'est une croissance qui n'est pas simplement faible et qui s'affaiblit, mais qui est extrêmement volatile. Voilà, en rapport direct avec ce que nous allons voir. On est dans une économie, aujourd'hui, je rappelle ce que je disais tout à l'heure à la presse, 20 novembre, qui, parmi nous, parmi les responsables, parmi les prévisionnistes, où qu'ils soient, peut dire 2024-25 sera une année, sur le plan agricole, bonne ou mauvaise. Personne. On est là, encore une fois, dans l'incertitude la plus absolue. Et donc, on a une croissance qui est faible, qui est fragile, qui est précaire. On a une ouverture de l'économie marocaine qui s'est faite finalement de manière subie et qui, le moins qu'on puisse dire, n'est pas... Nous n'y sommes pas gagnants. Nous y sommes perdants. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Tous les chiffres. On a une situation où les inégalités ne font que s'accentuer. Toutes les dernières enquêtes du HCP montrent que les inégalités s'accroissent. La pauvreté revient en force. La vulnérabilité, différent, mais la vulnérabilité également. Bref, c'est un tableau qui n'est pas très réjouissant, j'en suis convaincu. Mais ce n'est pas ça le plus important. C'est juste pour vous dire que nous sommes dans un contexte d'une économie qui va accoucher d'un budget, d'une loi de finances, mais qui va porter les stigmates, les limites de cette économie. Et enfin, on ne peut pas ne pas parler aussi que cette loi de finances, elle ne tombe pas du ciel, elle est le fruit, elle est le produit d'un exécutif, d'un gouvernement. Or là aussi, ce n'est pas le lieu ici de faire de la polémique. On sait, c'est le lieu commun, dès le départ, on sait que ce gouvernement est marqué du sceau. Je répète, il n'y a pas de polémique là-dedans, c'est juste une caractéristique. C'est un gouvernement qui est plus marqué par des intérêts des hommes d'affaires, du patronat. Et donc, d'une certaine façon, on l'a vu depuis 2022, 2021, chaque loi de finances, clairement, dans les faits, je répète, dans la loi de finances 2025, vous allez le voir, je ne parle pas comme ça, porte l'empreinte de ces conflits d'intérêts, de ces intérêts très partiaux, parce qu'ils prennent le parti des uns pour les autres, plutôt contre les autres. Voilà, on va le voir tout ça. Si on ne le dit pas ici, on ne comprendrait peut-être pas des choses qui vont venir. Mais il faut le préciser ici pour qu'on soit... Et donc, cette loi de finances, elle est face à une équation assez difficile. On a des vieux... Si vous voulez, on a plutôt d'abord des nouveaux problèmes. On ne dira jamais assez. Je passais tout à l'heure devant ici, j'ai posé une question toute naïve, devant les jardiniers qui arrosaient le gazon. Est-ce que c'est de l'eau usée, donc recyclée, ou est-ce que c'est de l'eau potable? C'est une question, mais légitime. On ne peut plus vital aujourd'hui, parce que, et ça je peux vous assurer, historiquement, c'est un fait nouveau. Nous n'avons jamais été un pays d'une pluviométrie abondante, c'est évident. On a toujours été un pays semi-aride. Mais là, ce qui nous arrive, c'est autre chose. On est quasiment entré de plein pied dans ce qu'on appelle, avec des critères internationaux, la pénurie hydrique. On n'est plus dans le stress hydrique. On parle de stress hydrique depuis 20 ans. Là, on est en pénurie hydrique. Et donc, ça impose des choses tout à fait nouvelles. Je dirais même, c'est au-delà du modèle agricole qu'il faudrait repenser, etc. C'est notre mode de consommation et de production. Il va falloir qu'on arrête de consommer ce qu'on a toujours consommé en croyant que l'eau, on ne compte pas. L'eau est abondante, toujours abondante. Il va falloir changer nos habitudes de consommation. Alors, à ces anciens problèmes, évidemment, je ne parle pas des chantiers nouveaux. Évidemment, je suis à Casablanca. La Coupe du Monde 2030, elle se prépare dès maintenant. Elle est dans les budgets de maintenant, elle va être dans les budgets jusqu'à 2030. Ça implique des dépenses considérables.
Oui, c'est des choses, effectivement, je ne parle pas des autres aspects liés à d'autres chantiers, comme la protection sociale, etc. Bien. Donc, tout ça fait que nous sommes face à des budgets qui vont d'abord se caractériser par des choses qui sont rigides. Rigides. C'est-à-dire qu'au-delà de la volonté, il faut le dire honnêtement, hein, au-delà de la volonté des uns et des autres, difficile de faire bouger un certain nombre de dépenses qui sont là, comme un roc. Alors on verra que malheureusement des politiques nouvelles accentuent cette rigidité. Deuxièmement, on est face effectivement à des dépenses qui sont des engagements déjà. Par exemple, l'État social. Ben oui, la couverture médicale généralisée, il faut l'assumer. C'est d'ici à 26-40 milliards. Par exemple, le revenu direct, ou peu importe l'appellation, c'est également 45 milliards. Il y a évidemment le problème des retraites. C'est une bombe, croyez-moi, c'est une bombe à retardement qui est là en train d'arriver. Et on la voit venir. Il y a, si vous voulez, la question, par exemple, la perte d'emploi, les indemnités pour perte d'emploi, en principe, c'est en 2025, selon les projections qui étaient, enfin, les engagements qui étaient faits. Bref. Donc, on est face à des engagements liés à des engagements anciens et nouveaux. Et en face, vous allez voir dans les chiffres, on a des ressources qui sont limitées. On verra pourquoi, mais ils sont limités. Et en plus, il faut préserver. Ah oui, il y a la quadrature du cercle. La quadrature chenille. C'est que face à des dépenses qui augmentent et qui sont rigides, des ressources qui sont limitées, il faut préserver un déficit apparent, acceptable. J'insiste bien, apparent, acceptable. Vis-à-vis des organisations internationales, etc. Voilà. Donc, pour simplifier, pour terminer cette partie, le mal développement se retrouve finalement dans le mal financement. Il n'y a pas de mystère. Les deux, mal développement et mal financement, s'auto-entretiennent. Et donc, le montage est un montage qui va essayer de faire dans le cadre de ce plafond de verre. Bien. On va passer donc maintenant au cadre de la loi elle-même. Alors, j'ai dit orientation, hypothèse, équilibre. Les orientations, je peux vous assurer, vous voyez, 104. Chaque année, il y a un fait qui prend le dessus. L'année dernière, c'était le house, par exemple. L'année d'avant, c'était l'Ukraine ou là, c'était le Covid. D'abord, c'est l'État social. Depuis 2 ans, c'est l'État social. Mais les orientations majeures sont toujours les mêmes. Il n'y a pas de changement. Toujours question d'équilibre macroéconomique. Ça prend des appellations différentes. Ça s'appelle préservation de la soutenabilité des finances publiques. Mais c'est la fameuse règle maintien des équilibres macroéconomiques. Maintien du déficit dans les limites, à une certaine limite. Très bien. 2, les fameuses réformes structurelles. Elles reviennent tous les ans. Et c'est quoi les réformes structurelles? Pour ne pas perdre plus de temps là-dessus. La réforme de l'administration, la réforme de la justice, la réforme du code d'investissement, la réforme... Des réformes dont on parle depuis des années. Et il y a un moment où on se pose tout simplement la question, et si on en parle depuis tellement de temps et qu'on en parle encore jeudi, il y a quelque chose là. Ou bien on n'a pas bien travaillé, ou bien on les répète de la même façon. Bref, c'est des constantes. 3, l'investissement et l'emploi. Il faut toujours encourager l'entreprise, la création d'emplois, le développement de l'investissement. Et donc je vous ai dit, alors vous voyez là, j'ai pris par le bas, bien sûr, cette année, l'État social. Il faut consacrer, renforcer les piliers de l'État social. Et donc on met les 4 orientations générales. Donc, c'est ce que je viens de dire, les contraintes, le cadre n'a pas changé. Les hypothèses et les objectifs. Regardez,
il y a un chiffre clé parmi. Alors, vous voyez, les objectifs, en fait, portent sur la croissance. On projette une croissance de 4,6. Mon Dieu, si on les fait, je vous demande si on en est là, c'est tout ce qu'on demande, bien sûr, pour notre pays, c'est ce qu'on demande. Bon. Sauf qu'on n'a pas vu ce chiffre depuis longtemps. Et surtout, on ne sait pas, on ne voit pas par quel miracle, par quel moyen, si la campagne est excellente, si on fait par exemple 110 millions, 115 millions de quintaux, oui, on pourrait approcher, dépasser 4%. 4,6, ça semble très différent. Je vous rappelle, entre parenthèses, aucune des institutions financières qui font ce jeu ne se hasarde à 4,6. Il n'y a que le ministère des Finances qui se hasarde à projeter 4,6. Mais sinon, je vous dis, le chiffre clé, c'est 70 millions de quintaux. Où est le chiffre clé? Selon qu'on fait 105 millions, là 110 millions comme j'ai dit, ou là qu'on fait 32 millions comme l'année dernière, oui, effectivement, les choses peuvent changer. Mais, pour l'instant, vous voyez le degré d'incertitude sur lesquelles ces hypothèses reposent. Donc, je ne vais pas en dire plus. Les autres chiffres, à mon avis, me paraissent tous discutables, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt de les discuter. On sait que les hypothèses, souvent, sont quand même assez fragiles. On arrive à ce qui me paraît, personnellement, vraiment le cœur battant du budget. C'est ce qui exprime ce que j'appellerais le déséquilibre. Le DES-équilibre. Équilibre, déséquilibre. Je ne vois ce que ça veut dire. C'est un tableau, si vous êtes des financiers, vous connaissez la loi de finances, vous êtes habitués à voir toujours les premières pages, après évidemment les dispositions fiscales, etc. Vous avez un beau tableau qui s'appelle équilibre, charges et ressources de l'État, équilibre général du bien. C'est simplement, il montre le déroulé, les ressources, les dépenses, et en dernier lieu, le solde. Et, alors, pour déterminer d'abord ce qu'on appelle le besoin de financement. On n'appelle pas ça déficit. On appelle ça besoin de financement brut. Après, besoin de financement net. Alors, pour simplifier très très simplement les choses, on a d'un côté, cette année, on va avoir des recettes ordinaires, c'est-à-dire essentiellement 90% des recettes fiscales, mais aussi des recettes ordinaires non fiscales, on va avoir 369 milliards. Ah, 369 milliards. Bien. En face, on a bien sûr des dépenses ordinaires qui sont à 366. Mais, moi je vous fais l'économie parce que c'est pas la peine d'entrer dans les détails. Je vais à l'essentiel. Je joue à l'essentiel. Une fois qu'on a retenu les dépenses ordinaires, il y a deux postes clés encore qui sont des dépenses, qui sont l'amortissement de la dette, mais je dirais simplement l'intérêt, l'amortissement de la dette et l'investissement. Si on ajoute tout ça, qu'est-ce qu'on retrouve? On a 369 milliards d'un côté, on a 557 milliards de l'autre. L'ensemble des dépenses du budget général, 557. Regardez bien cette figure, elle est très claire. Vous allez d'un côté, 557 milliards de dépenses. Pour les couvrir, 369 milliards qui sont un peu les ressources ordinaires, normales, je puis dire. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un besoin de financement. Alors, les financiers, c'est les mêmes concepts qu'on utilise aussi en finance privée, hein, avant amortissement, avant emprunt, plutôt. On a déjà un trou de 188 milliards. Un an. Personnellement, je dis simplement, mais c'est discutable, je veux discuter, que le vrai déficit
du pays, il est là. Parce que le reste, c'est quoi? C'est de l'emprunt. C'est de l'emprunt et c'est le déficit apparent qui va nous montrer on est encore à 4%. Mais si vous prenez 188 milliards, qui est le besoin de financement, et donc le déficit réel, vous êtes à 11% du PIB. Vous êtes loin, bien au-dessus des 3% ou 4% pour lesquels on s'engage vis-à-vis du FMI et du reste. On est à 11%. Donc vous voyez, ça, je tiens à montrer ça pour dès le départ montrer finalement quel est le problème de fond qui est structurel. Croyez-moi, qui ne date pas d'hier. C'est des choses comme ça. Dans les lois, chaque loi de finances, je change des chiffres bien évidemment, mais croyez-moi, ça ne change pas beaucoup. Preuve que les problèmes de fond sont durables, permanents et consistants. Donc, on va emprunter cette année 125 milliards, répartis à raison de 65 milliards pour les emprunts internes et 60 milliards pour les emprunts externes. Donc 125 milliards, ça va permettre, mais vous voyez bien, artificiellement, faire baisser d'ex 188 milliards et 64 milliards, qui est le déficit déclaré, apparent. Et on va dire, ça c'est le déficit, on est dans la limite de 4% du PIB, on n'est pas encore à 3, mais on est quand même en bonne voie. Bien. Alors, troisième partie, elle est plus longue, avec les ressources. Les dépenses, comme j'ai dit tout à l'heure, les dépenses, puis les ressources. Les dépenses, je dis les deux mots-clés, c'est rigidité et sécurité, et vous allez voir ce que ça veut dire. D'abord, globalement, les dépenses, c'est quoi? Vous savez, vous connaissez, je vous rappelle simplement, on a trois composantes clés. Dépenses de fonctionnement, dépenses d'investissement, service de la dette. Voilà. Selon les données, vous les voyez, je n'ai pas besoin de là, mais je préfère d'ailleurs pour que ce soit visuel pour tout le monde, peut-être que pour là, vous ne voyez pas, j'ai mis ça toujours, je mets ça sur figure, c'est très clair, vous voyez que les dépenses de fonctionnement absorbent 58%, les dépenses, le service de la dette prend 19%, les investissements 23%. Il y a la structure, je peux vous assurer que c'est une structure qui ne varie pas d'une année sur l'autre, elle varie d'un point, 2 points, en dessous, au-dessus, la dette 21, 22%, les investissements qui est le 20%, mais c'est en gros une structure qui est assez permanente, hein, qu'on connaît depuis longtemps. En détail, parce que le fonctionnement fait les salaires, la masse salariale des fonctionnaires, fait une rubrique, il faut, et je vous demande, les financiers qui vous intéressent, alors s'il vous plaît, faites de plus en plus attention à cette rubrique, qui s'appelle dépenses de matériel et dépenses diverses. Matériel et dépenses diverses. Sous cette appellation, comme ça. Au départ, oui, c'était la rubrique où on achetait le matériel, le consommable de l'administration, les loyers, etc., l'eau, l'électricité, ouais, donc. Comment expliquer qu'on soit maintenant, qu'en quelques années, on est passé de 30, 35 milliards à 80 milliards. Allez, finir. 80 milliards. Eh bien, c'est que, ouais, là, on entre dans, à mon avis, un domaine de débat et de recherche. Parce qu'en réalité, on est dans l'absence de transparence. Croyez-moi, il faut aller fouiller la quinzaine de rapports annexes qui accompagnent le projet de loi de finances pour glaner, vous allez voir ça et là, quelques chiffres, quelques données. Ce que vous avez là de plus en plus, c'est tout simplement les déficits énormes des établissements publics. Les déficits des établissements publics, qu'on ne va pas exhiber comme ça, comme une rubrique apparente pour le budget, mais ils sont là, cachés. Évidemment, je parle d'abord de l'ONI, gros,
Mais je parle aussi de l'ONCF, entre parenthèses, c'est là où vous payez le différentiel du ticket du TGV, hein? Quand vous payez 200 dirhams alors que vous savez parfaitement que le coût réel est au moins 4 fois plus, ben il n'y a pas de mystère. Ce trou, ce déficit, il se retrouve quelque part dans le budget. Mais il est là, il est dans les... Parce que l'État fait aujourd'hui régulièrement, évidemment, des transferts à l'ONCF pour lui permettre de combler ses déficits. Ça qui permet d'ailleurs aussi au directeur de l'ONCF de vous dire oh, on a une marge opérationnelle qui est positive. Tout le monde sait ce que c'est que la marge. Justement, parce qu'on n'y compte pas l'amortissement de la dette et on n'y compte pas l'amortissement du matériel. Donc. Bref, je vous demande de faire attention, effectivement. Il y a un autre élément très important qui est dans cette rubrique et qui rigidifie les dépenses. Vous avez entendu parler depuis quelques années de ce qu'on appelle les financements innovants. Je vais y revenir, là. Mais puisque je suis là, je vais vous en parler rapidement. Ce qu'on appelle financement innovant. Alors concrètement, on va théoriser. L'État cède la propriété, c'est des actifs de l'État. Cède. Alors d'un coup c'était d'ailleurs l'hôpital Avicenne. L'hôpital Avicenne, l'hôpital Léon Roche, des hôpitaux, c'est d'autres établissements, donc des actifs, du patrimoine. Alors, par exemple, les hôpitaux, c'était à la CMR, caisse de retraite. On a cédé d'autres à la CDG, même plus récemment à la CNSS. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, concrètement, ça s'appelle des opérations de location-vente. C'est le leaseback, si vous connaissez la formule. Normalement, alors, je dis ça parce qu'en fait, pendant longtemps, plusieurs années, il y a eu un débat, intéressant d'ailleurs pour les chercheurs, entre la Cour des comptes et le ministère des Finances. La Cour des comptes disait, c'est de la dette. Et donc, il faut inscrire les montants, parce que concrètement, l'État cède l'hôpital Avicenne, mais reste sur l'hôpital Avicenne. D'accord. Donc, il cède la propriété à la CMR, mais il paie ensuite du loyer, puisqu'il est devenu de propriétaire, il est devenu locataire. Donc, il va payer des loyers pendant 40 ans. Et alors, c'est là où il y avait le problème. La Cour des comptes disait, c'est une dette. Le ministère des Finances répondait non, c'est une cession ferme. C'est une cession ferme. Alors, bon, on reste sur la cession. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 40 ans, l'État va payer un loyer. Et ce qui m'intéresse pour rester dans cette rubrique-là. Vous imaginez? Alors, après, en dépit de la non-transparence, on a fini par savoir que le coût est de 6% quand même. 6%. Quand le marché vous donne 3,5, 3, vous achetez, plutôt vous vendez et vous louez à 6%. Donc, entre parenthèses, c'est peut-être une bonne affaire pour la CMR. Ça ne serait pas de trop d'ailleurs dans la situation financière où elle est. Mais, c'est une mauvaise affaire pour l'État. C'est évident. Et quand je vous dis, je reviens à cette rubrique, ça veut dire que là, on inscrit de plus en plus de... Vous savez, le loyer, c'est quoi en termes comptables? C'est une charge de structure. C'est une charge fixe. Donc, on rigidifie. On inscrit dans le budget de l'État des loyers de plus en plus importants et qui ne sont pas mouvants. Ils ne peuvent pas changer, ils sont là. Bien. Donc, je vais revenir sur le financement en 2 mots, mais là, je tenais à situer ça dans les comptes, parce que souvent, on ne voit pas, on voit matériel. Ça cache beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Alors, les charges communes, c'est essentiellement la caisse de compensation, mais c'est aussi les revenus directs, c'est des subventions aux agriculteurs, aux entreprises exportatrices, aux importateurs, par exemple, les moutons,
D'abord, on se prépare à encore subventionner les importateurs de la viande rouge, de l'huile d'olive, etc. Bon. Alors, ensuite, donc, les dépenses imprévues, c'est un peu la caisse noire. Il faut le disons clairement, les dépenses imprévues, c'est de l'argent qui est à la disposition du chef du gouvernement. Ils ont fait un peu ce qu'il veut, parce que c'est très très peu, le contenu est très peu précisé. Bien, donc, dans les détails, on a les salaires des fonctionnaires, le tiers à peu près. Disons que sur l'ensemble des dépenses, un tiers va aux dépenses salariales. On a les dépenses du matériel, je viens de le montrer, c'est 14%, les charges communes, 9%, l'investissement, 23%, et enfin le service de la dette, 19%, on va avancer. Alors très vite, c'est juste pour vous dire, par exemple, la masse salariale, elle augmente en valeur absolue, regardez. Mais en rapport avec le PIB, qui est un indicateur, vous savez, sur le plan international, c'est l'indicateur qui compte. Pendant très longtemps, on nous a dit, mais le Maroc est en train de déconner à tous les coups. Je dis, on, là, le FMI, la Banque mondiale, etc., parce que vous avez 11%, 12%, la masse salariale de 12% du PIB, c'est au-dessus des pays comparables, bref. Mais ce qu'il faut voir aussi là, il faut faire par les chiffres, vous avez là, tout simplement le résultat de l'austérité, du blocage des salaires, de la réduction des emplois, des créations d'emplois. Voilà, il n'y a pas de mystère. On a fait des efforts, entre guillemets, pour réduire l'impact en termes de rapport au PIB, et on y est arrivé. On est maintenant, vous voyez, on est à 9,34. C'est loin d'être excessif. Les dépenses de matériel, je passe. Les charges communes, je vous l'ai dit, elles augmentent. Elles augmentent, c'est les subventions. Les subventions de toutes sortes. Hein. Alors, les investissements, là également, je pense que ça n'est pas très... C'est juste pour montrer effectivement la progression. Intéressant, c'est de montrer d'abord... Non, on parle des quantités et de l'évolution quantitative. La structure. Les dépenses de l'État. On a aujourd'hui une quarantaine de départements ministériels. Quand vous prenez la loi de finances, vous comptez. Vous comptez 39, si j'ai bien compté la dernière fois, c'était 39. Mais quand vous voyez ensuite la répartition, alors là, on totalise les dépenses de fonctionnement et d'investissement, les deux, pour avoir une idée d'ensemble. Regardez là. Le ministère des Finances, lui, c'est presque un quart. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le ministère des Finances? Justement, là aussi, si on n'est pas au fait de tout ça, les finances, qu'est-ce qu'ils font les finances? Eh bien, justement, tous les transferts dont j'ai parlé tout à l'heure aux établissements publics, parce qu'il y a une direction des établissements publics aux finances, c'est eux. Les subventions, c'est eux. Les largesses, etc., c'est eux. Donc, cette part de Lyon du ministère des Finances, en fait, reflète l'ampleur des transferts de l'État vers le public ou le privé, évidemment. L'éducation, également une part importante, 23%. Ça montre l'importance quand même de l'éducation. Malheureusement, avec les résultats que vous connaissez, mais personne ne peut contester le fait que le budget de l'éducation est très important. Très important. La défense, 13%. Alors 13% auquel il faut ajouter 10, j'ai pas vu, 10 à 15 milliards qui généralement se baladent dans les comptes spéciaux du Trésor. Dans les comptes spéciaux, il y a un compte aussi pour la défense, mais enfin bon, c'est important. Tout le monde sait malheureusement que compte tenu des tensions, notamment sur la question dans la région, avec le voisin, etc., oui, les dépenses militaires vont crescendo, augmenter. Bon. La santé, 7%, c'est pas mal à mon avis, il faut le reconnaître, humblement, il faut être honnête dans l'analyse. C'est un des budgets qui a fortement augmenté depuis 4 ou 5 ans. C'est un des budgets, on va le voir d'ailleurs. Alors pour le reste, regardez ce tableau. Pardon. Vous avez 5 ministères en réalité, comme ça, sur 39, qui s'accaparent 78% du budget. 78%. Vous connaissez la règle en comptabilité, en gestion des stocks, la règle des 20-80, ici on est dans la règle des 10-90, hein. Parce que vous avez en fait moins de 10%, 10% à peu près, autour de 10% des rubriques, des départements ministériels qui s'accaparent 80%
des dotations budgétaires. Bien, dernier point à examiner, non, les créations d'emplois. Et vous savez combien cette question est essentielle. Elle est, parce que malheureusement là aussi, c'est reconnu maintenant par tout le monde, c'est l'État qui reste le principal créateur d'emplois. Et on attend, parce que c'est bien que le secteur privé ne produit pas grand-chose. Et donc tout le monde est en attente du budget pour savoir combien l'État va créer l'année prochaine. Et je peux vous dire, je parle des lauréats ou des jeunes qui vont aller sur le marché du travail l'année prochaine. Oui, moi quand on me dit, est-ce qu'il va y avoir des possibilités, je leur dirai, lisez la loi de finances. Vous allez voir, par exemple, vous vous intéressez à l'agriculture, vous allez voir le ministère de l'Agriculture, il va créer 200 emplois. Fais un couchi, fais un ingénieur, ou fais un secrétaire, ou fais un... Bon, donc c'est important. Regardez, on va créer 28 406 emplois à l'année. 28 400 emplois, moins que l'année dernière, ce n'est pas la peine d'entrer dans le détail, beaucoup moins. Mais, regardez également la distribution. L'intérieur, 27%. La santé, c'est important. C'est important. 23%. La défense, 20%. Et bien là aussi, regardez, vous prenez déjà, vous avez dans la dernière colonne le cumul. Vous avez 3 départements, vous êtes déjà à 70%. Je dis 3 sur 39. Vous êtes à 70%. Donc, ça se passe de commentaires. Je pense que c'est... Et on est bien obligé de le voir. La part de Lyon, en vérité, elle revient à 2 ministères qui sont des ministères de... Le mot sécurité vient de là. Rigidité et sécurité. Ce sont des pas question ici de discuter le contenu, le pourquoi et le comment. On analyse et on observe. La moitié, regardez, la moitié des créations d'emplois vont aller à 2 ministères sécuritaires. Voilà. Voilà le même schéma. Regardez la distribution, comment elle est. Alors, les ressources. On arrive donc, 4e partie, les ressources. Alors, je dis la dette contre l'impôt. C'est-à-dire la thèse que je soutiens. Et je dis un système fiscal incapable de financer une proportion raisonnable du BGE, le budget général de l'État, d'où le recours à la dette qui dispense de la réforme fiscale. J'ai fait le résumé. Le résumé, il est là. Maintenant, on va quand même discuter. Regardez, d'abord, ça, c'est ce qu'on appelle, que vous connaissez, c'est la pression fiscale. Un ratio connu, archi connu. Pression fiscale, ça veut dire concrètement ressources fiscales sur PIB. C'est un ratio discutable, discuté, bien évidemment, mais ce qui est important, c'est que ça permet de donner un ordre de grandeur et de le situer dans le monde. On est autour de 20%. Regardez, sur 40 ans, qu'est-ce que je raconte? Sur 45 ans, pratiquement, sur 45 ans, on a à part si vous enlevez quelques pics par-ci, par-là, en 86, en 2008, on est sur 20%. Autour de 20%. Ça veut dire que nous sommes ni plus, ni moins que la moyenne des pays en développement. La moyenne mondiale des pays en développement, elle est à peu près à ce niveau. Donc, parce que sur tout le discours qu'il y a autour de « on a une pression fiscale excessive, on a une... » regardez les chiffres. C'est tout. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que cette pression n'est pas excessive, effectivement, sur les uns, parce qu'elle ne l'est pas sur les autres. À l'explication. Le vrai problème, il n'est pas dans le niveau, il est dans la répartition de cette pression fiscale. Et vous allez voir tout de suite, la structure des ressources fiscales telle qu'elle ressort de la loi de finances 2025, donc là on est dans la prévision, regardez, on a la classification habituelle, impôt direct, impôt indirect. Les impôts indirects, on a les impôts indirects, c'est-à-dire la TVA et l'éthique, puis on a les droits de douane, puis on a les droits d'enregistrement et de timbre. Donc on a les grosses parties. Eh bien regardez, il y a la structure. Plus précisément, il y a la structure.
on est toujours dans une configuration, pour arrondir, on va dire 40-60. C'est une structure là aussi qui n'a pas varié depuis très longtemps. On est dans un système fiscal marqué par une prédominance toujours marquante des impôts indirects. Vous connaissez les caractéristiques, vous êtes des spécialistes, vous connaissez les caractéristiques des impôts indirects. Donc, première chose qui est saisissante. Bien. D'abord, il y a une concentration dans la concentration. C'est-à-dire que d'abord, vous avez une première concentration qui est que le système, qui, là aussi, comptez les rubriques, hein. C'est tout simple, tout bête. Prenez la loi de finances, les rubriques les différentes taxes, impôts, etc. C'est 50, là, 50. Ça dépend d'une année sur l'autre, peu importe. Une cinquantaine. Et bien, sur la cinquantaine, vous avez 5. Encore la loi 10-90. Vous avez ce que j'appelle moi le top 5, mais en vérité, on peut dire top 6. Stop. Les droits de douane à l'importation qui n'étaient pas très significatifs il y a longtemps, sont devenus cette année assez importants. Sont même passés en 4e position. Donc, on a regardé le top 5. Le premier impôt, bien évidemment, c'est la TVA. Alors, encore une fois, là, il s'agit de... Je parle aux gens qui triturent les chiffres, etc. Attention. Il faut savoir qu'au Maroc, d'ailleurs, dans la loi de finances 2025, ça a augmenté, mais depuis 1986, 30% des ressources de la TVA, donc du principal impôt, vont aux collectivités locales. Alors autant vous dire cette mesure, dans la loi de finances 2025, il est prévu qu'à 30%, à 32, à tous 32, bien. Donc, quand vous recevez 100 de TVA, 32 vont dans les collectivités locales, donc sortent du budget général de l'État. Donc quand vous voyez les chiffres qui sont dans la loi de finances, c'est trompeur. Parce qu'ils vous donnent les chiffres hors TVA des collectivités locales. Il n'y a pas que la TVA, il y a aussi, vous savez, 5% des recettes de l'impôt sur le revenu et de l'impôt des sociétés qui vont aux régions. La même chose. Donc moi, c'est un calcul auquel je me livre régulièrement. Je vais dans les comptes spéciaux où figurent les chiffres réels, c'est-à-dire les transferts qui vont aux collectivités et aux régions, je les réintègre dans les comptes pour avoir une idée plus précise, donc, tout simplement des vraies ressources fiscales. D'ailleurs, le taux de pression fiscale que je vous ai montré tient compte de cela. Alors, aujourd'hui, pour simplifier, si vous tenez compte des TVA, vous les réintégrez, vous êtes à 390 milliards. Si vous prenez les chiffres qu'il y a dans la loi de finances, vous êtes à 330 milliards. Il y a 60 milliards quand même qui manquent au calcul. Vous voyez, tout ça, c'est des précautions. Mais sinon, regardez, vous avez, comme vous pouvez le voir, 5 impôts qui représentent 88% des recettes fiscales. Vous avez TVA, ensuite l'IS, ensuite l'IR, ensuite les droits de douane, là, à l'importation, et enfin la taxe sur le tabac. La taxe sur le produit énergétique. Et si vous ajoutez la taxe sur le tabac, vous êtes à un top 6, si vous voulez, qui est à 92%. Bref, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? On est dans une concentration excessive. Bien. Maintenant, vous savez qu'il y a les ressources fiscales, et il y a le manque à gagner des ressources fiscales. Le manque, c'est ce qu'on appelle les dépenses fiscales. C'est-à-dire toutes les recettes que l'État s'est privé de toucher, d'encaisser. Parce qu'il a accordé des exonérations, des abattements, des réductions, des ci, pour différentes raisons, peu importe. Les dépenses fiscales, vous savez que depuis 2005, on fait des rapports là-dessus.
chaque année, j'actualise les chiffres. Cette année, donc pour 2024, le calcul a été fait pour 2024, on compte 268 mesures. 268 mesures. Je vous donne même l'évolution. On a évalué, on n'évalue pas tout, on a évalué 228 mesures. 228 mesures. Le manque à gagner pour l'État lié à ces 228 mesures est de 32 milliards de dirhams. Donc on est quelque chose près de 2 points de PIB quand même. 2 points de PIB en manque à gagner. On va voir ensuite l'impact que cela a sur le système, évidemment. Voilà, regardez, ça c'est l'évolution, donc je passe. Alors, tout ça fait que nous sommes finalement face à un... Je vous dis, l'objet n'est pas d'analyser le système fiscal. D'ailleurs, entre parenthèses, je fais demain une conférence dans une école sur la réforme fiscale. Là, je vais développer, je ne vais pas répéter la même chose aujourd'hui et demain. Donc, ici, pour rester dans le cadre de la loi de finances, qu'est-ce qui m'importe de vous dire? Nous avons une structure des ressources qui est insuffisante, qui est mal répartie. Très mal répartie. Et donc ça donne ce que, là aussi je me répète, j'essaye j'ai essayé de monter ce concept de ce que j'appelle l'autosuffisance fiscale. Entre parenthèses, c'est mon passé à l'Institut agronomique, et donc travaillant sur la sécurité, l'autosuffisance alimentaire, le parallèle est très très parlant, très parlant. Chez nous, est le concept d'autosuffisance fiscale. C'est un ratio simple. Vous mettez au numérateur les recettes fiscales, là, du coup, qui restent dans le budget de l'État. Parce que celles qui ne restent pas, ne vous aident pas à faire votre autosuffisance. Donc, les recettes fiscales, ils restent dans le budget de l'État, c'est-à-dire, comme je vous dis, 330 milliards. Au niveau des dépenses, vous mettez toutes les dépenses. C'est très simple. L'idée, c'est de voir, moi je suis l'État, j'ai 557 milliards de dépenses, FIA le fonctionnement, FIA l'investissement, FIA la dette. Je regarde ce que j'ai comme ressources ordinaires, qui restent dans le budget de l'État. Qu'est-ce que je trouve? 330 milliards, ressources fiscales. Autrement dit, j'essaie de voir dans quelle mesure tout mon système fiscal, en quoi, combien il contribue à me permettre de faire face à mes dépenses, à mes engagements. Eh bien, regardez, c'est un ratio calculé pour les données de 2025, 59%. Regardez, sur une longue période, regardez, je fais ça sur une très longue période, on était quand même dans le passé, vous voyez, il fut des années, on est monté jusqu'à 85%. À 85%, on peut parler d'une autosuffisance raisonnable. À 59%, c'est autre chose. Vous voyez comment ça s'est dégradé. Et donc, ce qui est aujourd'hui important, et là, je fais le pont avec la dette. Si mes moyens propres d'autosuffisance ne me permettent de couvrir que 60%, j'ajoute les dépenses, les ressources non fiscales, les revenus de l'État, les revenus des domaines, les dividendes que donne le CP, etc. Ok. Et tout ça, ça vous ramène, c'est 4-5 points. Ça vous fait monter à 64-65%. Il reste un trou de 35%. Un bon tiers. Comment vous allez le combler? Je reviens à l'endettement. Vous n'avez pas d'autre moyen que de recourir à l'endettement. Donc ça veut dire que structurellement, durablement, on est dans une situation où l'insuffisance des ressources propres accule l'État à recourir à l'emprunt, à l'endettement en permanence, avec les conséquences que cela fait. Mais, et ça, autant vous le dire tout de suite pour préciser l'idée que j'ai déjà avancée, le fait d'avoir finalement le recours à l'emprunt, le fait de pouvoir emprunter, et c'est vrai que jusqu'à présent on peut emprunter, on ne dira jamais assez. Regardez, ce qui est marrant, c'est que quand on s'endette, le Maroc,
obtient un emprunt, a placé un emprunt au marché sur le marché de Londres, ou a obtenu un crédit de la Banque mondiale. Dans la presse, on présente ça comme une victoire. Ouais, on a obtenu. Ça, on s'enfonce. Parce que c'est vrai que pour les créanciers, il faut pas, on oublie simplement une chose, c'est que les grands financiers qui ont des ressources au niveau international, eux sont intéressés par placer leur argent. Et surtout, s'ils tombent sur un pays qui toujours, en tout cas jusqu'à maintenant, paye, et deuxièmement, tant que vous payez, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Même le rating des agences de notation va s'arranger pour que ça corresponde. Donc, c'est en même temps le fait d'avoir des ressources d'emprunt, eh bien, vous dispense de faire la réforme fiscale. Pourquoi faire une réforme fiscale embêtante? C'est vrai, un âge, je le dis. Je ne suis pas avec le discours d'ILR. Il n'y a qu'à faire ça et ça, c'est pas facile. La vraie réforme fiscale, on va en parler, la vraie réforme fiscale est compliquée et difficile. Qu'est-ce où est-ce qu'il est nécessaire, incontournable. Mais quand vous avez cette possibilité de recours à l'emprunt, je serais de la réforme fiscale. Et donc on rentre dans un cycle de fuite en avant. C'est de la fuite en avant. Tant qu'on peut s'endetter, on s'endette. Et ce gouvernement arrive à son terme, et il refile le bébé, la patate chaude, au gouvernement suivant, et l'autre fait celui, et ainsi de suite. Bien. Donc, l'endettement, regardez l'évolution de l'endettement chaque année. Chaque année, de combien on s'endette? Vous voyez, la dernière année, 125 milliards, mais l'année d'avant, on avait emprunté 123 milliards, avant 129 milliards, etc. etc. Bien. Donc, les services de la dette, regardent le service. Les intérêts, les intérêts, vous voyez comment ils augmentent, bien évidemment. Et on tombe donc dans ce qu'on appelle la trappe de la dette, avec, je vous dis, il faut quand même se rendre à l'évidence. Regardez les 125 milliards. Les 125 milliards. Là, ils représentent le quart des ressources du budget. Le service de la dette, les 107 milliards qu'on va payer cette année. D'abord, on est dans un cycle, je vous dis, on est dans un cycle où on chauffe la même année, d'abord d'après les chiffres de la loi de finances 2025, sur le même budget. Côté recettes, on va emprunter 125. Côté dépenses, on va payer 107. Qu'est-ce qui reste pour le développement? Pour l'investissement? Vous voyez le problème. On est dans la situation, ce qu'on appelle le cercle vicieux de l'endettement. L'engrenage de la dette, c'est quand vous êtes acculé à emprunter pour rembourser, essentiellement. Voyez. Bien, alors je passe. J'ai dit tout à l'heure, puisque j'en ai parlé, d'abord, en fait, il n'y a pas que l'emprunt. Il n'y a pas que l'emprunt. Il y a aussi ce qu'on appelle les financements innovants. Depuis 2019, on a fait cette invention, cette innovation, qui est celle tout simplement ils ont pris acte, là ils ont pris conscience, que oui, l'État, il a des actifs. Il a des actifs. Eh bien, parce qu'avant, attention, il y a une continuité, on a commencé par la privatisation. La privatisation, c'est simple, clair, net. On vend un actif de l'État au privé. Il nous donne de l'argent, on l'a vendu, il nous donne de l'argent, on l'utilise pour boucher les trous, terminé. Wow. Après, on a créé les PPP, partenariat public-privé. C'est quoi le partenariat public-privé? On se met d'accord avec un privé et on se partage. Au lieu de payer 100, on lui dit tu payes 60, tu payes 40, tu payes, etc. Et après, on va te donner des avantages, tu vas prendre les ressources, etc. Tu vas rentabiliser ton investissement. Mais il y a, les financements innovants, c'est la troisième étape, si je puis dire. C'est que on vend, en réalité, je pense, moi je suis plutôt, là en l'occurrence, du point de vue du ministère des Finances. C'est une cession. Clair. Ça veut dire quoi? On ne va pas l'inscrire parmi la dette. OK. Mais il n'est plus dans les actifs de l'État. Bon.
l'hôpital Avicenne m'a page dans le patrimoine de l'État. Kharaj. À propos de Avicenne, c'est intéressant. Si, pour les ambiguïtés dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a une chose l'idée, vous faites un leaseback sur une voiture. À l'arrivée du terme, vous avez payé, et à l'arrivée du terme, vous avez une chose. En général, vous payez un petit truc symbolique, et la voiture est votre propriété. C'est le système. D'abord, au bout de 40 ans, une cession. Ça veut dire que c'est une cession, la CMR devient propriétaire, elle peut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle peut vendre Avicenne si elle veut. Elle peut louer Avicenne à quelqu'un d'autre si elle veut. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Très bien. Mais le plus grave, dans le cas d'Avicenne qui prend tout compte, de quelle Avicenne on va parler? Vous savez que Avicenne est en train aujourd'hui, ils ont déjà détruit le Avicenne qui a été cédé à la CMR. Ils l'ont détruit. C'est un tout autre Avicenne, c'est une tour géante qui est en train. Alors, à votre avis, l'une des deux, ou bien la CMR dit moi j'ai acheté Avicenne donc j'hérite, alors là du coup, mais ce sera une catastrophe parce que Avicenne ancien c'était 4 milliards et demi je crois, le coût c'était 4 milliards et demi sur le tour, je crois que c'était l'ensemble, peu importe, c'était 4 milliards. Mais l'actuel il va faire 30, 40 milliards minimum. Donc de quoi on parle? Vous voyez les ambiguïtés. Les ambiguïtés, ce sont de véritables problèmes qui vont se poser demain. Et on nous maintient dans l'obscurité. Vous avez entendu un ministre expliquer quoi que ce soit? Je peux vous assurer d'ailleurs. Alors, je vais vous donner un chiffre. Un chiffre. Depuis 2019, les financements innovants, c'est-à-dire les cessions à dos, location, vente, ont totalisé 89 milliards. Vous imaginez? Quasiment 90 milliards. Vous imaginez? 90 milliards, ça devient des choses importantes, c'est pas rien. C'est une moyenne de 15 à 20 milliards ces dernières années. Donc, c'est des montants importants. C'est les actifs de l'État, c'est Dienna, c'est l'argent de tout le monde. Et personne ne sait rien. Je dis, surtout lorsque ça touche, alors, le comble du paradoxe, au moment où on parle de l'État-providence, de la couverture généralisée, etc., on vend les hôpitaux. Là-bas. Et je vous dis, il y a des conflits, des contentieux à venir, qui sont, du moins si on est dans un état il faut l'espérer, dans 40 ans, dans un état de droit. Parce qu'on peut régler ça politiquement, ça n'y a pas de problème. D'ailleurs, pourquoi on a vendu à la CMR, à la CDG, à la CNSS? Alors on peut régler le problème politiquement. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a aussi les intérêts quand même de vous, je vois de certains retraités. Ah non. C'est quand même si la CMR se fait gruger dans cette affaire, c'est les retraités qui vont payer. Si c'est pas la CMR, si c'est l'État qui s'est fait gruger, c'est le contribuable. Viens. Et donc, vous voyez bien les problèmes. D'abord, je suis en train de vous parler des problèmes de demain. Parce que pour l'instant, comme toujours, le problème, quand il est en train ça couvre, personne ne dit rien. Mais quand ça éclate, dès que ça alors, voilà. Donc, je vais passer à la dernière partie, les réformes prévues dans cette loi. Je suis dans les limites à peu près. Là, alors, les mesures fiscales, rassurez-vous, je vais aller à un point, je dis, qui est le plus important à mon avis, c'est ce qu'ils appellent la réforme de l'IR, l'impôt sur le revenu. Là, parce que, regarde, c'est vrai que d'abord, il faut quand même savoir qu'il y avait des attentes. Là, quelqu'un a parlé tout à l'heure des assises de 2019. Avant, il y avait les assises de 2013. Avant, il y avait les assises de 1999. À chaque fois. Il y avait... C'est quoi des assises? Vous réunissez, peut-être que certains parmi vous ont participé aux dernières, vous réunissez à Srerat, la salle des conférences Srerat, 1000 personnes.
فيهم des responsables de la direction des impôts, des inspecteurs des finances, des professeurs universitaires, des experts, etc. Pendant 3 jours, on discute, on sort avec des recommandations. 167 ou 169 recommandations avec des orientations, hein, précis, lors des dernières... Bien. Après, alors, il faut savoir que très vite, déjà à la fin des assises, le ministre des Finances lui-même, il a demandé son avis à personne. Il a pris Mdex 169, 10 mesures. Il a déclaré à la presse, il a dit, bon, le gouvernement a retenu les 10 mesures suivantes, qui vont être dans le cadre de la loi cadre, qui a vu le jour en 2021, et qui vont structurer les lois de finances suivantes, on y est. D'accord? Bien. Mais, pour comprendre quand même les choses, je vous assure, surtout après le Covid, peut-être que 2021, il y avait comme, on dirait, une sorte d'air, un air progressiste, on va dire. On a commencé à parler, vous savez, avec le problème des hydrocarbures, hein, le grand big deal. On a commencé à parler d'une taxe supérieure, par exemple, d'une surtaxe sur les profits. Certains disent illégitimes, d'autres disent excessifs, peu importe. On a parlé de la nécessité par exemple, d'un impôt sur le patrimoine, mais on l'a réduit à ce qu'on appelle le capital improductif, c'est-à-dire immobilier. Mais d'ailleurs, c'est parmi les recommandations. C'est révolutionnaire. Moi, c'est loin d'être la finalité pour moi. Hein, c'est très, très insuffisant. ولكن j'ai dit bravo. مرحبا. فوق ما جا الخير ينفع. Donc, مزيان. On commence par un impôt sur les patrimoines immobiliers improductifs, dit improductifs. On a parlé par exemple, d'une taxe pour la TVA, d'une TVA avec un taux supérieur sur les biens de luxe, qui existait dans le système fiscal marocain. Je crois jusqu'en 92, il y avait un taux de 30% sur les biens de luxe. Bon, il y avait des idées, la presse en parlait, bien. Donc, on disait, il y a quelque chose qui va... On est en 21-22. Jette la loi de finances 2023, et les choses se sont clarifiées. Et ça a été la douche. Froide. Et je vais rapidement. Alors, je répète encore une fois, demain je fais un exposé plus détaillé, mais d'abord ce qui m'intéresse, c'est simplement de vous dire que il y a eu en fait 3 réformes. Dans la loi de finances 2023, on a commencé par l'impôt sur les sociétés. Et je vous ai parlé tout à l'heure des orientations, des choix, de ceci, de cela. L'impôt sur les sociétés avec lequel on a commencé n'était pas prévu. Même dans les 10 recommandations, les 10 points retenus par le ministre, je vais vous le dire, le dernier point, le point 10, il n'a pas dit, c'est une chose qu'on va faire. Il a dit, il y a une forte sollicitation ou une demande. Mais je n'ai pas le temps de... Donc, il a dit, il y a une demande pour qu'il y ait un effort de baisse sur les grands groupes. Un truc comme ça. Ce n'était pas une revendication claire, affirmée. Et pourtant, ça a été le premier acte. Le premier acte. Et dans quel sens? Vous allez tout de suite, très vite comprendre, le tableau, il résume tout. Les taux, vous savez qu'avant, il y avait un taux qui était de 31%, il avait en fait déjà commencé à baisser un peu à 28, 26 avant, disons, le taux commun c'était à 31. Et puis, il y avait pour les banques, depuis toujours, un taux de 37%. Mais il y a. Je suis à la réforme. L'idée, ça a été de dire, alors on va y arriver, l'objectif c'est 2026. Donc on est aujourd'hui, avec la loi de finances, 24-25, on est en plein mouvement. Progressivement, on va abaisser les taux de 31
à 20. En fait, on a dit qu'en 2026, on devrait atteindre une situation où, à part les banques qui sont un peu exception, le taux normal doit être de 20% pour tout le monde. Mais comment on va s'y prendre? Parce qu'avant, il y avait 31, ok? Mais il y avait aussi 10, justement, pour les PME. Vous savez qu'avant, on comptait, c'est-à-dire pour les bénéfices inférieurs à 300 000 dirhams, pour les bénéfices inférieurs à 300 000 dirhams, le taux de l'IS était seulement de 10%. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les responsables justifiaient cela en disant il s'agit des petites, moyennes entreprises, il faut les aider, il ne faut pas les écraser, ok, d'accord. Donc, 10%. Mzien. Suivez la réforme. Regardez, c'est le premier truc. On va progressivement pour aligner à 20, bon, les gros, les petits réclams. Curieuse façon de concevoir l'équité fiscale. C'est pour ça que quand je vous dis, c'est évident qu'on est là face à quelque chose qui est quand même assez curieux. Une surcharge fiscale, c'est-à-dire qu'on va... Je vous dis, en fait, on est en contradiction, même tous les discours que les officiels eux-mêmes disaient avant. L'autre élément, pour vous dire qu'à chaque fois que le choix est réellement fait pour favoriser les revenus du capital, clairement. Pour les salaires, on va voir tout à l'heure avec l'IR. Favoriser les revenus du capital. Voilà pour les bénéfices, je viens de vous montrer comment les taux vont baisser. Mais il restait les dividendes. Les dividendes étaient soumis à 15%. Eh bien non. Là, si la convergence doit s'arrêter vers 10%, mais chez 20%, on aurait pu, ça aurait été logique, si on avait dit, ok, tout le monde, tout à 20%. Mais non. Donc le taux, regardez, le taux pour les dividendes va baisser, regardez, de 15, c'est la dernière, là-bas, en bas, de 15, et en 2026, il devrait être à 10%. Voilà, très simplement, ce qu'a consisté le premier acte, le premier temps de ce processus de réforme de 2023. Alors, je passe sur il y a un mot peut-être, si vous voulez, je ne veux pas allonger, mais la question, par exemple, des déductions. C'est vrai qu'on a en 2023, il y avait une demande, notamment des syndicats, pour, vous savez, la déduction forfaitaire sur les salaires, de 20%. De 20%. Eh bien, elle a été augmentée à 35%. Ok, bien. Sauf que, avant comme maintenant, c'est limité, en valeur absolue, à 35 000 dirhams. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus le salaire augmente, plus le taux réel baisse. Si vous êtes, regardez par exemple, si vous gagnez 140 000 dirhams, ça fait 116 000 dirhams par mois, le plafond de 35 000 conduit à déduire moins que 25%. Prenez par exemple, si vous voulez, vous gagnez 500 000 dirhams. Si on applique 35, vous avez droit à 175 000. Mais on vous dit que vous n'avez droit qu'à 35 000. 35 000 sur 500 000, c'est combien? C'est 7%. C'est pas 35. Donc vous voyez, avec cette limite en valeur absolue, avec cette limite en valeur absolue, en fait, on vide la mesure de son contenu. Mais bon, enfin, passons. Alors, je passe. Deuxième acte, 2024. La TVA. La TVA, là aussi, on ne va pas s'attacher à beaucoup d'aspects. L'essentiel, je le vois. Ça, c'est une demande des instances financières internationales depuis longtemps. Il faut réduire les taux, soi-disant pour avoir plus de neutralité fiscale. Ok. Alors, avant, on avait, jusqu'à maintenant encore, parce que le processus là aussi va jusqu'à 2026. On a un taux de 0, mais attention, une aberration entre parenthèses, une aberration. Vous avez un taux 0 avec droit à déduction et un taux 0 sans droit à déduction. Je ne veux pas rentrer, si vous me posez une question, après je rentre dans les détails, j'explique. Sinon, mais rien pour vous dire, donc on a 0, 2 fois, 7, 10, 14, 20. L'idée, gardez 0, mais 0 2 fois,
Et puis, le 7. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Garder simplement 10 et 20. En 2026, on ne devrait plus avoir qu'un taux de 10 et un taux de 20. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui est les produits généralement de première nécessité, qui étaient à 7. Alors, c'est vrai, c'est indiqué ici, vous avez le détail ici. Entre parenthèses, là aussi, de manière pratique. Comme je fais toujours dans mes conférences, à la fin, ce document que vous venez de voir, je le donne au responsable, il vous le distribue. Donc vous gardez un document pour vous, il n'y a pas de problème. Donc vous avez le détail. Vous avez le détail ici. Mais ce qui est certain, c'est que ce qui était à 7, c'est vrai qu'il y a une partie qui est descendue à 10, à 0, mais il y a une partie qui est montée à 7. Il y a une partie qui est montée à 20. Parmi les produits et les services qui étaient à 10, il y a une partie qui est montée, la plupart sont montés à 20. 14, pareil, il y a une partie qui est descendue à 10 et une autre partie qui est montée à 20. Bref, je peux vous dire que, alors que la demande, ce qu'il faut savoir de manière générale, en matière de TVA, mais là, c'est des choses que vous savez, par définition, alors par nature, la TVA est un impôt injuste, parce qu'il est aveugle. Que vous soyez riche ou pauvre, vous payez le même impôt sur le même bien, le même service. Ok. Donc, les fondateurs de la TVA, le fondateur, c'est Maurice Lauré, 1953, 52, 53. Mais après, surtout, d'autres théoriciens ont généralement insisté sur la nécessité que justement, mais c'est pour supprimer l'injustice de la TVA est structurelle. Donc, pas pour supprimer, mais simplement pour atténuer le caractère inéquitable de la TVA, il fallait multiplier les taux. D'ailleurs, d'où l'idée d'un taux supérieur. Qu'est-ce que ça veut dire un taux supérieur? C'est-à-dire supérieur au taux normal, comme au Maroc à 30%. L'idée, c'est de mettre à contribution, forcément, ceux qui achètent des produits de luxe sont censés avoir plus de moyens, etc. Donc il y a une idée, je répète, il ne s'agit pas de supprimer, mais simplement d'atténuer. Donc, si on veut aller dans le sens de l'équité, c'est le contraire qu'il fallait faire. Il faut au contraire créer un taux supérieur. Peut-être, je ne dis pas, peut-être trouver un équilibre entre 7 et 10, un taux de 8% ou le 7% qui permettent pour les produits vraiment de première nécessité, etc. Je vous rappelle le taux de 20% quand même, Rafle Mrel, 20% est un des taux les plus élevés dans le monde. C'est un taux très élevé. Il s'applique à tout. Le taux de 20%, c'est 80% des recettes de la TVA. Quand vous prenez une structure des recettes de la TVA par taux, 80% c'est le taux normal, de 20%. Bon, c'est pour vous dire quand même que, encore une fois, vous voyez bien que c'est des contre-réformes, vous voyez bien, ce n'est pas des réformes. J'aimerais bien qu'on comprenne le mot contre-réforme, là, je ne le dis pas pour de la polémique. Ça veut dire ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait le contraire de ce qu'on annonce. On dit on veut l'équité, on fait la contre-équité, le contraire de l'équité. Et preuve à l'appui. Alors, on va arriver à loi de finances 2025, troisième temps, l'impôt sur le revenu, et vous allez voir encore. D'abord, qu'est-ce qu'on a prévu cette année en matière d'impôt? Je répète un peu, vous avez ici les différents... Il n'y en a pas beaucoup, il y a la TVA, dans le taux pour les collectivités locales va passer de 30 à 32, quelques bricoles. Il y a, ça aussi j'en ai parlé, sur les droits de douane, on va abaisser, sinon supprimer les droits de douane, justement, sur la viande rouge, sur l'huile d'olive. Là, il faut savoir une chose. Moi, je dis ça, c'est une institution, c'est une institutionnalisation de la dépendance alimentaire sur des produits pour lesquels on était autosuffisant jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, quand on parlait d'insécurité alimentaire, de dépendance alimentaire, on parlait du sucre, on parlait du blé, bien sûr, on parlait de l'huile de graine, celle que les Marocains consomment, l'huile d'olive. On parle d'huile de graine. On ne parlait pas d'huile d'olive. Et on ne parlait pas de viande. Au contraire, la viande, on nous disait tout le temps l'un des fiertés
de Hadak, c'est de dire on est autosuffisant en viande rouge. Alors que, entre parenthèses encore une fois, les Marocains ne consomment pas assez de viande. En termes de consommation, on consomme 15-20 kilos par tête. Même si, personnellement, du point de vue de la santé, je ne me plains pas. Je ne me plaindrai pas de ces... C'est bien qu'on ne consomme pas beaucoup de viande rouge. Les gens qui ne consomment pas parce que, pour les histoires de santé, ils consomment parce qu'ils n'ont pas pouvoir d'achat, tout bêtement. Pouvoir d'achat, comme dirait l'autre. J'ai le pouvoir d'achat. C'est les moyens. Alors, c'est des produits pour lesquels on était autosuffisant. On commence à être structurellement dépendant également pour ces produits. Et donc, vous voyez le reflet dans la loi de finances, et on voit l'exonération des droits de douane, etc. Bien. Donc, le fait nouveau, voilà l'impôt sur le revenu. Qu'est-ce qu'on a décidé? L'impôt sur le revenu. Voilà. Alors, en fait, il faut savoir une chose, c'est que l'impôt sur le revenu n'est pas un impôt général sur le revenu. Encore une fois, je reviendrai là-dessus. On en a parlé déjà plusieurs fois. L'impôt sur le revenu, c'est quoi? Par définition, un impôt. C'est quoi? Un impôt général sur le revenu. Ça veut dire que c'est un impôt, la base, l'identité d'Yalouchouya, c'est la globalisation et l'unification. On met les deux mots-clés. Globalisation, c'est-à-dire que vous ramassez tous les revenus, quelle que soit leur source, salaire, revenus fonciers, mobiliers, agricoles, que vous les soumettez à une unification, à une même base de calcul, à un même barème d'imposition. Universellement, ce qu'on sait, ce qu'est un impôt général sur le revenu. Non, on n'a rien de tout ça. L'impôt, ce qu'on appelle impôt sur le revenu, en vérité, n'est général que pour les revenus salariaux. Oui, les revenus salariaux et une partie des revenus professionnels. Mais les revenus fonciers, les plus-values foncières, les revenus financiers, les plus-values financières, les revenus agricoles, une partie des revenus professionnels sortent du barème général. Il faut qu'on soit clair. De quoi on parle? Faites la réforme, il nous parle de barème. La première chose qu'il faut constater, alors, si on avait un vrai impôt sur le revenu, s'attaquer au barème a du sens. Mais dans la situation, là, on est en train de parler d'une catégorie de revenus ou deux, c'est tout. Allez, je vous montre. Regardez. La réalité de l'impôt sur le revenu, demain, parce que j'ai pris la situation de 2025, c'est-à-dire notamment en comptant la progression de la baisse du taux des dividendes, et regardez, à revenu égal, impôt inégal. Vous avez, imaginez par exemple, vous avez un revenu, je ne sais pas moi, de 200 000 dirhams par an. Il peut y avoir une ambiguïté, je préfère être précis. Regardez, si vous êtes un salarié, vous allez alors être dans la tranche, je vais y revenir, 37, mais jusqu'à maintenant c'est 38, d'abord 37. Donc, si vous avez des revenus occasionnels, 30%. Si vous avez des revenus fonciers et des profits fonciers, d'ailleurs, je suis désolé, il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Par exemple, les revenus fonciers, encore une des... parce que c'est actuel. L'idée, je répète, que proclamer les responsables. C'est ça que je dis d'ailleurs, c'est une contre-réforme. Les responsables ont toujours affirmé, oui, vous avez raison, il y a beaucoup de revenus qui échappent à la généralisation, à la globalisation. Et donc, on va arriver progressivement à faire intégrer des revenus dans le barème général. Et ils ont commencé. Par exemple, en 2021-22, ils ont intégré les revenus fonciers. Les revenus fonciers ont commencé à faire partie de la déclaration. C'est-à-dire que vous les intégrez dans la déclaration générale et vous le soumettez au barème général. Eh bien, en 2025, on revient là-dessus. On fait le mouvement inverse. Alors que ce qui était demandé, c'est d'aller plus loin, intégrer les revenus financiers, intégrer les revenus agricoles, etc.
On revient en arrière. Dans la loi de finances 2025, les revenus fonciers, c'est-à-dire les loyers, pour parler simplement, les loyers reviennent à 20%. Salam alaikum. Alors que vous avez compris, lorsque vous êtes au barème général, vous pouvez être à 37%. Surtout quand on a des revenus, on a des chances quand même pour être facilement dans la tranche supérieure, donc on est à 37, 38%. Oui. Donc, hop, on revient à 20 et c'est terminé. Donc, félicitations pour que ceux qui ont des revenus et des loyers, 2025 va être une année... Bien. Alors, regardez. Si vous avez des profits immobiliers, donc notamment par exemple les intérêts, qui ne font pas l'objet d'une identification, etc., 20%. Si vous avez des profits sur les actions en bourse, 15%. Et à 200 000. Un revenu égal, chauffe les différences. Si vous avez des dividendes, 12,5%. Si vous avez des revenus de non-résidents, 10%. Si vous avez des revenus dans le cadre de ce qu'on appelle la contribution du professionnel unifié, 10%. Si vous avez des revenus agricoles, 0%. Voilà. Je dis bien, je ne suis pas en train de parler d'hier, je parle de demain. C'est la situation en 2020. Bien. Donc, il y a la réalité. Alors avec ça, je répète, une fois qu'on a enlevé tout ça, qu'est-ce qui reste? Il reste les revenus salariés, une partie des revenus professionnels qui sont soumises au régime réel. Donc on nous dit, où est les changements? Où est les changements? Ils sont dans ce tableau. À gauche, vous avez le système tel qu'il existe jusqu'à aujourd'hui, 2024. À droite, vous avez le système, le barème, à partir du 1er janvier 2025. Premier changement, le seuil minimal d'imposition qui était à 30 000 dirhams remonte à 40 000. Première chose. Ensuite, les tranches, vous les voyez, les tranches intermédiaires ont été relevées à chaque fois de 10 ou 15 000 ou 20 000. Simplement. On les a déplacées. Ça veut dire, je vais vous montrer ça d'ailleurs même sur une figure et vous allez voir. Donc, on a gardé, vous voyez, regardez, les taux sont restés les mêmes. 0, 10, 20, 30, 34, 37. Mais les tranches ont été déplacées, puisqu'on a commencé par déplacer la première tranche de 30 000 à 40 000, 40 000, le oula, 40 à 60 000, 60 à 80 000, 80 000 à 100 000, 100 000 à 180 000, et au-delà de 180 000, il n'y en a pas bougé. Bien. Et où est le changement? Alors, ceux qui me savent ce que je raconte depuis longtemps savent que je dis que le barème de l'impôt sur le revenu au Maroc, effectivement, est progressif. 0, 10, 20, 30, 34, 38. Il est progressif. Mais j'ajoute que c'est une progressivité régressive. Chez nous, à l'essence. Régressive au sens où la progressivité dont on parle est forte au niveau des basses et des tranches moyennes, c'est-à-dire des revenus moyens. Elle est très forte. Vous voyez, on passe tout de suite, d'abord, à moins de 40 000, on ne paie rien. Mais à 41 000, on commence à payer 10%. À 60 000, pas beaucoup, on commence à payer 20. À 80 000, on commence à payer 30. Vous voyez la progressivité. Elle est très très forte, mais au niveau des tranches faibles, à 100 000. Chaque année, 100 000. Si on est, alors je vais revenir vers, on est dans la classe moyenne. Je vais. Donc, la question qui est d'actualité, ça, c'est ce que je raconte depuis longtemps. J'ai repris le même schéma avec le barème 2025. Regardez, est-ce que vous voyez une différence dans la courbe? Vous comprenez, du point de vue, simplement, de la géométrie. La courbe d'une véritable progressivité, c'est une courbe qui doit être convexe. Une parabole, elle doit être comme ça.
Remarquez qu'au niveau des bas revenus, le taux reste faible, mais lorsque les revenus sont là, les revenus augmentent, les taux augmentent fortement. Donc une courbe doit être comme ça, parabolique. Et là, on a une courbe concave. Regardez, concave. Qui marque donc cette forte charge fiscale, alors que les tranches sont encore moyennes. Et je vous demande de me dire s'il y a une différence entre les deux courbes, pour savoir si on a progressé vers une véritable progressivité à travers les changements. Vous voyez bien. Alors regardez. Là, j'ai repris les changements. Vous savez qu'il y a eu des changements en les barèmes. 2007, 2008, 2009, 2010. Alors, chaque année, on a changé. Et puis 2010 à 2024, rien. Donc, vous avez ici les barèmes. 2000, regarde, le premier c'est 2000, il faut 2007, 2008, 2007. Regardez, et pour vous dire la continuité, le changement d'aujourd'hui accentue la régressivité. Je dis bien. Je vais essayer, j'espère que... Hop, 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 hop. Regarde, la courbe. Elle dit, la courbe, il y a les 4. 2007 à 2010. Heavy, Diet, 2025. Vous voyez qu'on démarre. Mais ici, justement, au niveau, vous voyez qu'à partir de 180 000 dirhams, regardez, 37%, il n'y a plus de progression. Terminé. Que vous gagnez 180 000, ou là 180 millions, ou là 180 milliards, le taux est... Donc, vous voyez que, au contraire, non seulement la progressivité est toujours régressive, non seulement la progressivité est toujours régressive, mais la progressivité régressive s'accentue, tout simplement parce que la marge supérieure, les revenus supérieurs à 100 ans, au lieu de payer 38, paient maintenant 37. D'où d'ailleurs la déclinaison comme ça. L'écart, regardez. La régressivité s'accentue. Vous voyez? Donc, vous voyez bien que... Regardez, je vous montre aussi. Non, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi, j'ai fait une... Hein? Je suis passé sur un autre fichier là. Ça c'est... Voilà. Le jardin. Voilà. Pardon. On va y arriver. Ça, c'est simplement le changement, vous voyez, entre la situation 2024-2025. C'est tout. Entre les deux. Et regardez, le mouvement est toujours le même. L'écran, puis on voit le premier là. Où est-ce qu'il est la tasse? La tasse, non, je ne sais pas. Allez. Bien. Alors, je termine par ça. Parce que si l'impôt n'est pas progressif, le gain d'impôt, lui, va être très progressif. Ça, c'est le produit, regardez, un tableau simple qui a été publié, qui montre cas concret, en fonction de l'évolution des revenus,
combien on gagne à ce remodelage des tranches d'imposition, cette augmentation du seuil, cette baisse du taux supérieur, globalement, combien on gagne? Alors, réponse, regardez, c'est là. Si on est, regardez, alors c'est plus détaillé ici, si on est, par exemple, on gagne 3000 dirhams, je parle d'un an au mensuel, 3000 dirhams par mois, on gagne 50 dirhams. 50 dirhams. Si on gagne 4000 dirhams, on gagne 150 dirhams. Vous suivez? Vous gagnez 833 dirhams. J'avance. Si vous gagnez 20 000 dirhams, si vous avez un revenu de 20 000 dirhams, vous gagnez 5 116 dirhams. Tu vois? 5 116 dirhams. Si vous gagnez 25 000 dirhams, vous gagnez 8 816 dirhams. Et je pousse jusqu'à là. Si vous gagnez, par exemple, 500 000 dirhams, 5 250 dirhams. Je crois que c'est pas mal, on a besoin d'en dire plus. Hein. On voit bien qu'on est face effectivement à un reformatage, un reprofilage du barème d'imposition, ok, avec, c'est vrai, quelques mesures, comme par exemple le relèvement du seuil, etc., qui peuvent aller dans le bon sens, c'est incontestable, mais on veut bien que qui gagne dans la suite. Ce sont, malheureusement, plus on gagne, plus on gagne. Plus on gagne, plus on gagne. Et moins on gagne, moins on gagne. On gagne à l'inverse. Je pense qu'il est difficile de donner ce qui est en train de se faire entre parenthèses. Dans le loi de finances, c'est passé à la première chose. D'abord, à mon avis, quand je dois un projet, le choix de projet de la loi, elle est passée avec la première chance. On sait que la deuxième chance ne va pas changer grand-chose sur de petites choses, mais globalement, on peut dire qu'on est face à un projet qui est abouti. Voilà. Alors, donc inutile de vous dire, hein, sur moi, ce qui était la réforme de l'impôt sur le revenu. Alors, il faut quand même, des fois, pour apprécier, il faut avoir en tête ce qui était demandé. C'est comme dans un marché, peut-être qu'avant, il y a des termes de référence. Quel est le cahier de charge? Qu'est-ce qui était le cahier de charge, de la réforme de l'impôt sur le revenu? Les grands trucs, c'était, je répète, la globalisation et l'unification. C'est-à-dire la première. C'est-à-dire faire de l'impôt sur le revenu un vrai impôt sur le revenu. Alors, la première demande. Mais, évidemment, ce qui était demandé, c'était aussi donc, supprimer les taux spécifiques, donc tout intégrer dans le barème. C'était arriver à un véritable barème progressif. Donc avec une progressivité qui suit plutôt une courbe parabolique, logarithmique si vous préférez, des déductibilités qui sont demandées aussi dans l'opinion publique depuis longtemps et qui ne sont pas à la fin. Donc je vous donne par exemple les frais de scolarité. On sait ce que coûtent maintenant les frais de scolarité des ménages, la classe moyenne et pas moyenne. Il n'est pas déraisonnable de penser que... Et je rappelle que moi je ne suis pas, honnêtement, je ne suis pas de ceux qui demandent la lune. Hein. J'ai le souci, je veux rester lucide. J'ai le souci de préserver quand même un peu les ressources de l'État. Il ne s'agit pas encore une fois, il n'y a pas. Mais quand même, ce n'est pas déraisonnable de penser que l'État puisse prendre aussi une part des charges de famille, de scolarisation des enfants, à travers une déductibilité. C'est une demande ancienne, jamais. La même chose dans nos sociétés, nous savons que nous sommes une société où les parents vivent avec nous. À Liège, pourquoi accepter? D'abord, vous avez des parents qui vivent avec vous, ils mangent de la même façon, ils scoutent de la même façon que les enfants. Vous permettez la déductibilité pour les enfants, limitée bien sûr, mais pas pour les parents. À Liège, jamais si on est dans une société où ce phénomène est exceptionnel. Je comprends. Mais ce n'est pas exceptionnel. Ce n'est pas un phénomène exceptionnel. Bref, vous voyez un petit peu les différentes réformes auxquelles on s'attendait et qu'on n'a pas vues. Qu'on n'a pas vues, évidemment. Alors, je termine. La conclusion. Je pense que j'ai eu assez... J'ai
j'ai épuisé votre patience. En tout cas, j'essaie de faire du mieux que je peux. Donc, la loi de finances reste prisonnière des contraintes de la doxa nucléaire, financière et du plafond. Il s'agit d'une loi de finances qui procède toujours du dogmatisme néolibéral, qui sacrifie les équilibres comptables, plutôt aux équilibres comptables, les équilibres macroéconomiques, les équilibres sociaux, etc. Et finalement, on pourra arriver à une situation qui ne permet pas de sauvegarder les équilibres combien de mois. Depuis le temps qu'on veut arriver à 3%, à un déficit de 3% du PIB, vous imaginez? Ça fait au moins 20 ans. À chaque fois, on dit qu'il y a l'année prochaine à Jérusalem. L'année prochaine, moins 3%. L'année prochaine, moins 3%. Là, je parle de Palestine. Alors, et puis donc, finalement, on a mis les équilibres, ni le développement. Alors, parce que non seulement, je rappelle, je suis simplement là, je rappelle en termes clés, en mots-clés, ce que j'ai essayé de montrer. L'endettement dangereux et phénomène nouveau à travers ce qu'ils appellent les financements innovants. Je rappelle que c'est une bombe, ça aussi, c'est une bombe à retardement. On est en train de brader le patrimoine de tout le monde et d'alourdir, je dis bien d'alourdir, les charges fixes que vous, que nous, que nos enfants vont payer dans les 40 ans qui viennent. Tout ça pour quoi faire? Pour régler des problèmes immédiats. Parce que d'abord, quand on va à Vicenne, on touche 4 milliards. Tout de suite, ça va dans le. Ça se perd dans le truc. Mais après, pendant 40 ans, on va payer ses coûts. Voilà, limité par l'ampleur des incertitudes, cette loi de financement ne perpétue pas moins les choix qui ont produit les difficultés actuelles. Faute de se donner les moyens de réforme véritables en matière de finances publiques, elle se condamne à l'enlisement dans le cercle vicieux de l'endettement, générateur d'encore plus d'endettement. Aucune alternative crédible n'est possible sans une profonde rupture avec une telle méprise. Je dis bien, c'est une méprise. C'est une méprise parce qu'on est de cette ambivalence difficilement compréhensible qui est qu'on a un discours, on projette des choses et on fait quoi. C'est une méprise. Pardon si j'ai abusé de votre patience. Merci.